Bonsoir tout le monde. Coucou Céline. J'espère que tu vas bien. Je vais attendre coucou Mia. Je vais attendre que... J'espère que tu vas bien Mia. Je répondrai après. J'essaie de séquencer le peu d'énergie qui me reste pour faire des choses bien cadrées. Coucou Sophie. Je vais attendre que Élise arrive. Je ne sais pas si elle est là. Si tu es là, Élise, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Comme ça, je vais pouvoir t'inviter. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis contente de vous voir vous connecter et pour parler de ce sujet qui, je pense qu'on pourra en discuter des heures parce que c'est quelque chose qui me passionne avec ce que je fais justement autour de la transgénérationnelle. Je crois que j'ai vu Élise. Ah, super, elle est là. Tac. Enfin, coucou Justine. Je vais attendre qu'elle se connecte. On va vraiment parler de cette transmission maternelle de l'héritage. Voilà, elle est là. Ça va, Élise? Coucou, ça va? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci. Écoute, je suis hyper touchée que tu sois là parce que j'ai lu le livre de ta maman et je sais que c'était son anniversaire et je sais que tout s'est aussi goupillé comme ça pour elle autour de ce mois de décembre qui est assez particulier. On parle de la nativité et c'était un peu le début d'une nouvelle histoire pour elle. Et donc, je vais te proposer une petite citation pour commencer l'échange, puisque je peux pas t'offrir de tisane. Donc, c'est la citation que je t'offre. Et comme ça, tu vas pouvoir te présenter et on va pouvoir commencer l'échange. Donc, c'est assez simple, pas de prise de tête. Je pose des questions. Tu peux aussi m'en poser. Et voilà, on en profite. On passe un bon moment ensemble. Je vais Parfait. juste dire aux personnes, je vais trouver mes mots, je suis un peu flagada. Je vais enlever les commentaires, donc n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. C'est le petit point d'interrogation qui est là si vous avez des questions à poser à Élise ou si vous avez des questions à nous poser, à moi, à elle, vous les tapez dans cette petite boîte à questions et moi je vais les soumettre après. Comme ça, en enlevant les commentaires, ça permet que vous puissiez profiter des émotions de la personne, enfin qu'on soit tous là, sinon sa tête est coupée avec les écrits, je trouve pas ça très sympathique. Et donc vous avez la petite boîte à questions et vous avez les petits cœurs, voilà, vous avez, super. Les petits cœurs sur le côté pour encourager Elise parce que je viens de le dire en début de live, c'est une période assez chargée émotionnellement pour elle. Et même moi qui suis de l'autre côté, je le perçois là. Donc n'hésitez pas à mettre les petits cœurs, à mettre vos avis si vous êtes content dans la boîte à questions. Et je remettrai les commentaires un peu plus tard. Donc voilà, je les enlève. Et merci à tous d'être là. Tac. Alors, je te lis une citation d'un biologiste français et écrivain. Il nous dit: un être humain, comme n'importe quel animal ou végétal, reçoit de ses parents un certain héritage substantiel, un certain patrimoine héréditaire. Donc c'est Jean Rostand qui nous dit: un être humain, comme n'importe quel animal ou végétal, reçoit de ses parents un certain héritage substantiel, un certain patrimoine héréditaire. Jean Rostand. C'est son livre L'Homme. Voilà, je te laisse commenter et te présenter en même temps, me dire si elle t'évoque quelque chose, si elle te parle. Euh, euh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'il entend par héritage substantiel pour mieux comprendre sa citation? Si tu peux me dire ce que toi tu ressens, enfin c'est que c'est un biologiste et en fait substantiel, ça c'est l'essence. C'est vraiment dans la notion de dire que c'est pas, c'est quelque chose qu'on peut pas, même en tant que lui biologiste, saisir. C'était plus dans D'accord. ça en fait. Ouais. Ok. Mm. Donc pour me présenter, donc je m'appelle Élise. J'ai eu 32 ans hier et voilà, j'ai deux petits, un aîné qui a 3 ans et demi et son arrivée a coïncidé avec le départ de ma maman. J'étais enceinte de mon aîné quand ma maman est partie, ce qui nous a donné envie, je pense aussi au début,
de faire ce live avec cette histoire de devenir mère sans sa mère, qui m'a pas mal Mm. travaillé. Pas forcément uniquement dans la peine, enfin vraiment dans la peine et la joie aussi sur certains aspects. Et voilà, et après j'ai une petite fille à 1 an et demi. Et voilà, je suis prof de yoga. C'est comme ça qu'on s'est connus aussi par Villa Yoga dans le Nord, à Lille. Et, euh, et ouais, je dirais que je suis sur un cheminement pour devenir une femme libre. Et donc, le yoga a été mon premier axe, ma première entrée vers cette reconversion pour me rapprocher de moi, de qui je suis, apprendre à me connaître pour pouvoir m'en rapprocher. Et le yoga était juste une première porte d'entrée avec un monde tellement vaste derrière. Et voilà, je suis heureuse de partager et d'échanger avec toi en direct avec d'autres personnes qui nous écoutent, si ça peut être utile. Donc, et donc, si tu devais nous dire un petit peu quelques mots sur cette citation je suis en train d'écrire le titre en même temps, et sur Ouais. l'héritage maternel, sur ce que ça interpelle en toi quand il parle de dire en fait que on reçoit de nos parents un certain héritage substantiel et un certain patrimoine héréditaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que tu as pu, avant qu'on rentre dans certains détails, vivre par la transmission de ta maman, est-ce qu'aujourd'hui tu peux, comment est-ce que tu perçois son héritage là aujourd'hui? Waouh. Ben, un peu comme un iceberg, la partie immergée, celle qui est Ouais. évidente, tu ressembles à ta mère, il y a des similitudes, euh, voilà, des affinités pour des choses, une sensibilité énorme pour tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est parallèle à ce qui peut être évident, à ce qui est matériel, à ce qu'on peut voir et tout ce qui est subtil. Donc un attrait pour ça, pour la maternité, par exemple, dans mon exemple, et après toute la partie immergée de l'iceberg que je pense qu'on peut faire ressortir, mettre la lumière dessus petit à petit. En tout Mm. cas, c'est un travail que je sens qui peut se faire et que je suis en train de faire pour comprendre, euh, voilà, pour petit à petit comprendre la globalité de l'héritage. Ouais, c'est difficile comme question, mais Ouais, je sais, c'est t'inquiète toute la pas. thématique que tu as proposée Ouais. pour cet échange. Je dis, waouh, le titre est super beau, mais je sais pas. Voilà, on va échanger sur ce titre, mais Mm. ouais, c'est tellement subtil et en fait, la naissance de ma fille, surtout, le fait de mettre au monde une fille et de la voir grandir avec ses yeux bleus en plus qui sortent a priori, de ma maman et sûrement du père de JB, mon mari. Mais sinon, ouais, le fait d'avoir mis au monde une fille, ça me pose beaucoup de questions et je sens qu'il peut y avoir des choses, qu'il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas et qui vont passer de génération en génération. Donc, Mm. ouais, voilà. En fait, ce qui m'avait aussi interpellée, j'ai changé le titre parce que c'est vrai qu'au début, j'avais dit devenir mère sans sa mère et j'avais pensé en fait quand je m'étais replongée dans les passages que j'avais notés, stabilotés du livre de ta maman. Que tu as édité, parce que c'est un peu ça, un peu on va en parler là aussi, de comment est-ce qu'on arrive dans la transmission, comment est-ce qu'on comprend ce que nos parents nous laissent et comment est-ce qu'on peut justement transformer ça, parce que je trouve que c'est ça qui est assez complexe quand on devient maman. Et j'avais trouvé assez intéressant. Je me suis dit, mais mince, finalement, des fois, on n'a pas sa mère. Et quand je pense là, tu parlais de ta fille, je me dis, mais effectivement, moi, j'ai pas grandi avec ma mère, mais il y a aussi un jeu de l'héritage qui se joue, un enjeu de l'héritage. Et j'ai pas mal de femmes, en fait, dans mes cours ou que j'accompagne, qui sont des mamans adoptées. Et donc, il y a un autre enjeu aussi là dans cette transition de dire, mais comment est-ce que, qu'est-ce que je peux de ma maman transmettre à mon enfant puisque je ne suis pas avec elle. Et je trouvais du coup le livre, c'est là que je dis mais non, mais en fait son livre et on peut pas juste le dire devenir mère sans sa mère parce qu'il y a l'héritage est holistique, il est global. Et je trouve que finalement c'est quelque chose qui est assez compliqué en tant que mère à faire. On ne sait pas souvent ce qu'on peut transmettre à son enfant. On va essayer de transmettre des valeurs pour l'intégrer dans la société et qu'il ne soit pas complètement mis à l'écart, mais on n'arrive pas à trouver la transmission subtile qui peut de ce fait avoir comme ça une vision globale pour notre enfant qu'on a envie d'avoir ou même nous comprendre ce que notre mère a voulu nous transmettre. Donc sa connexion vague un peu. Je vais regarder pour la question. Ouais, ça a bugué ta vidéo, en tout cas de mon côté.
sur la fin. Ah, mais ouais, j'arrivais pas à enfin, j'arrivais à me Ok. voir, mais pas te voir. Mais je pense que s'il n'y a pas eu de soucis, ça devrait aller pour tout le monde là. Alors, je vais juste te poser, relire un petit texte de Jacques Arène, comme ça on va essayer de parler un petit peu de cette notion de transmettre. Qu'est-ce que je souhaite transmettre? Comment est-ce que je souhaite le transmettre? Qu'est-ce que je peux inclure ou pas? Et donc Jacques Arène nous dit, le désir de transmettre doit inclure l'inattendu de la transmission et doit accepter son propre effacement. Ce que l'on transmet réellement n'est jamais ce que l'on désirait. Fragilité, finitude, mort interviennent là-dedans. Je sais pas si tu as réussi à entendre. Attends, Ouais, c'est bon? Je te oui. relis ou pas? La citation, c'est bon, j'ai entendu. Ouais. Mm. Donc, je ne sais pas trop ce que ça arrive à te dire. Attends, je vais juste fermer ma porte. Edouard, on t'entend, s'il te plaît, mets-lui la clé. Oui. J'attends Nina. C'est bon, j'ai changé d'écouteur. Attends, je sais pas si c'est bon là. Est-ce que ça bipait? Est-ce que tu m'entends mieux là? Ouais. C'est ton petit artiste qui veut pas dormir? Bah, en fait, il a pris mes écouteurs et du coup, il était en train de les mettre pour écouter ce qu'on faisait. Donc, là, je dis merde. Donc là, c'est bon, il va se coucher. Mais je pense que ça va, je lui ai expliqué ce qu'on allait dire, parler tout ça, du rapport justement à la maman, parce que souvent il est intéressé de, mais tu vas faire quoi? Donc je lui ai Mm. expliqué ce qu'on allait faire en fait ensemble aujourd'hui et parler du lien de la maman, de ce qu'on souhaitait transmettre. Et comme il sait que moi aussi, j'ai pas, c'est ce que je disais juste avant que ça se coupe, que moi j'ai pas grandi avec ma mère et qu'en fait il y a une autre transmission qui se fait, qu'on n'est pas juste obligé d'être figé sur mamie n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Et souvent dans ce chemin, la nativité, nous on le vit aussi, tu vois, de dire mais finalement comment est-ce que ça va se passer là pour Noël? Enfin maintenant c'est un clip qui il a 8 ans. Mais je trouvais ça assez Mm. intéressant quand j'ai relu les passages. À un moment, il y a ton frère Elliot justement qui en parle, qui dit bah maman, enfin t'as tellement d'amis, comment est-ce que, enfin finalement la famille est devenue avec la maladie quelque chose de très très large et n'est plus restée scindée à quelque chose de tout petit. Et donc c'est pour ça que je lisais justement ce texte de, du psychanalyste Jacques Arène qui nous dit justement que le désir de transmettre doit inclure l'inattendu de la transmission et doit accepter son propre effacement. Ce que l'on transmet réellement n'est jamais ce que l'on désirait. Il y a de la Mm. fragilité, de la finitude et la mort. Donc, je sais pas trop si ça te parle ce texte-là pour pouvoir raconter un petit peu du coup le parcours de ta maman et comment est-ce que tu es arrivé à éditer ça. Alors, la transmission, c'est pas, en tout cas, alors, partant de moi, c'est pas spécialement par rapport à mes enfants un mot qui me revient ou peut-être parce qu'ils sont petits, mais je Mhm. cherche pas à transmettre quelque chose en fait. Donc, c'est peut-être là où ça résonne pas forcément pour moi. Je cherche plutôt à être le plus authentique possible moi-même pour leur permettre d'être eux-mêmes en fait. Donc, plutôt dans un chemin de lâcher ce qui peut nous coller à la peau ou des il faut que parce qu'on a toujours fait comme ça dans la famille, même si c'est bien ou mal. Enfin, d'ailleurs, surtout ce qui est bien, on a toujours voilà, je sais pas, des coutumes ou des choses. Mais j'ai envie de lâcher ça. C'est un peu comme si j'avais envie de me mettre à nu pour permettre à mes enfants d'être bah, justement comme ces petits animaux qui, qui sont à nu et qui du coup, bon, bien sûr, après, il y a tout ce que je maîtrise pas, il y a tout la transmission subtile et invisible qui est là et qui, je pense, est déjà assez chargé pour... je suis plutôt en train d'enlever les couches de l'oignon, disons. Voilà, c'est en ce moment là où j'en suis. Et après, par contre, ma maman, dans sa transmission avec moi, pareil, je pense il y a pas forcément eu de choses volontaires. Elle était un peu en rupture avec sa propre maman. Enfin, elle se voit et je vois ma grand-mère et tout ça, qui est encore là. Mais elle nous a jamais parlé de transmission depuis sa propre mère.
Mais par contre, peut-être la transmission se fait malgré nous, finalement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je te lisais ce texte de ce psychanalyste Jacques Arène, parce que pour lui, en fait, l'enjeu de la transmission est dans l'inattendu. Hmm. Et je trouvais que finalement, quand ta maman, quand on commence à lire le texte, bah, elle a la maladie qui arrive, et bah, elle se dit, mais comment est-ce que je vais informer, transmettre que je suis malade aux personnes, tout en leur disant que, mais finalement, bah, on va rester en famille pour l'instant. Et après, hop, il y a la pétition à l'amour qui arrive. Et je trouvais que enfin, comment présente ce psychanalyste la transmission, ça quitte justement le dogme culturel de dire mais il Hmm. faut, il y a la coutume, il y a le rite, mais que finalement la subtilité de la transmission c'est dans l'inattendu et c'est là que vient intervenir la finitude et puis la mort et cette fragilité. Et je trouvais ça, enfin, ça m'a vraiment fait penser à ce que vous avez pu ressortir, ta maman et toi, dans les aspects holistiques, de dire que finalement, bah, c'est la globalité, on peut pas, c'est quelque chose de fort, on peut pas commencer à chercher l'indivisible ou c'est comme ça et pas autrement. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de ça. C'est pour ça que je te proposais ce texte-là, mais Hmm. enfin, on le ressent Ouais, dans le ouais. livre. Hmm. Je comprends. Hmm. Et en fait, il y a 5 ans, c'était en 2011 que elle est malade. Et donc, et là commence, puisque ton anniversaire, on est en 2000, enfin, c'est arrivé, tu fêtais ton anniversaire comme là, enfin, en décembre. Et puis, donc, elle se met en retrait un moment pour pouvoir finir enfin, vivre les fêtes de fin d'année avec vous. Il y a un passage où justement, elle raconte, vous allez au ski. Et elle dit que, ce qu'il a traversé, c'était en voyant des personnes dévalées, c'est de se dire, mais en fait, je ne fais plus partir de ce monde-là, Hmm. de ce monde de personnes qui ont qui skient, qui sont dans un rythme. Et moi, en fait, ce passage m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, mais finalement, est-ce que il n'y a pas, quand on traverse comme ça un moment de notre vie où il y a enfin, une espèce de transparence psychique. Est-ce qu'on n'arrive pas du coup à créer un espace où on ressent autrement, on vit les choses autrement? Comment est-ce que toi aujourd'hui tu peux, dans cette distance que tu veux mettre avec tes enfants, dans la transmission, de comprendre? Je mets transmission, mais c'est pas, enfin, je veux bien qu'on soit d'accord ensemble que c'est pas un truc acté. Hmm. C'est dans le sens de te dire, mais ok, comment est-ce que je peux arriver à cette transparence psychique, émotionnelle avec mes enfants, puisque finalement, c'est quand même une partie de ce que ta maman, elle vous a, enfin, partagé. Ouais. Euh, je dirais que avec le travail un peu de compréhension et de recherche sur moi et sur mon enfance notamment, ce qui a pu se passer dans cette quête que j'ai obsessionnelle, disons, en ce moment d'authenticité, il y a un peu le fait que j'ai aussi eu deux phases, deux mamans sur deux phases différentes. Je pense Mm. qu'il y a eu la maman avant la maladie et celle qui est tombée malade. D'ailleurs, un fait assez marquant pour moi, c'est qu'à partir du moment où elle est tombée malade, on s'est mis à se parler vraiment très régulièrement. Ouais, je l'appelais une, deux, trois fois par semaine, mais sans jamais me demander si ça faisait trop ou si j'avais le droit, si j'allais la déranger. Vu qu'elle a arrêté de travailler assez rapidement, elle était plus disponible aussi. Mm. Et pour moi, on a tout de suite créé une nouvelle relation à deux, super intime, à aller droit dans nos émotions, quoi. On s'appelait, puis c'était tout de suite comment ça va, mais vraiment, quoi. Il y avait pas les formalités d'avant. Ça a marqué vraiment une rupture, cette maladie, j'ai eu le droit d'être en lien avec elle tout le temps. Et ça a duré, du coup, toute sa maladie. Donc, il y a cette maman d'avant qui faisait du ski parce que même si ça la saoulait d'y aller, et ben, elle en faisait parce que c'était quand même cool, qu'il fallait quand même qu'elle soit sportive, que non. Donc, je pense que de ce que je comprends aujourd'hui, mais bon, elle n'est pas là pour le confirmer, mais je pense qu'elle s'est quand même beaucoup forcée dans sa vie avant de tomber malade pour être parmi ces gens qu'elle voyait, tu vois, parmi les skieurs. Et donc après, il y a eu la deuxième, elle, qui est tombée malade et qui a dit, je fais plus partie d'eux et même s'il y a des moments durs, comment peut-être être cette personne plus transparente que tu Mm. décrivais, si j'ai bien compris. Mm. Euh, donc voilà, pour bien dire que elle a pas eu cette posture avant d'être malade. Et moi, j'ai Mm. vécu du coup 25 années avec elle dans sa posture de quand même
il faut faire un minimum bien, un minimum dans les coutumes, un minimum, même s'il y avait quelque chose qui l'aspirait voilà, je me demande si dans sa quête de libération, la maladie est pas symboliquement arrivée aussi, a eu un Ah rôle à ouais. jouer, tu vois. Après, c'est multifactoriel et on ne saura jamais, mais pour moi, il y a un petit peu quelque chose de ça et qui m'a donné aussi la niaque de me dire d'aller en profondeur pour comprendre qui je suis, d'où je viens, quelles ont été mes 25 années de vie et tous les mécanismes qui ont pu se rejouer tout le temps et quelles sont ces 5 années que je vis depuis et comment euh, ouais, j'ai perdu le fil en voyant ton sourire, mais voilà. Non, mais c'est beau, enfin, c'est très beau ce que tu dis. Je, il y a quelque chose aussi qui m'a hyper touchée dans son texte, et ça, en fait, on va essayer de le faire le parallèle avec enfin, comment dire, le devenir mère, enfin, la maternité. Donc, pour qu'on replace bien les gens dans l'historique, par rapport à tes deux naissances, il y a eu d'abord ta fausse couche. Et enfin, je te laisse le dire, comme ça, moi, je vais poser la question, ce sera plus facile pour toi aussi de la comprendre, comme ça. Ok. Je suis tombée enceinte 9 mois avant que ma maman décède. Donc, c'était en 2015. Fin 2015, je tombe enceinte. Donc là, c'était la réjouissance, parce que Et t'es elle allait. l'aîné de ta famille. Non, que je... Ouais, oui, je suis l'aînée de ma famille, donc c'était le premier bébé à venir dans notre famille. Et c'était le relais. Alors, c'était un peu ouais, l'idée du relais de la vie, même si elle était pas du tout partie à ce moment-là, mais quand même, son état de santé commençait à bien se dégrader. Et en fait, je suis tombée enceinte et 2 mois après, j'ai fait une fausse couche. Donc, ça a été assez intense. Je m'y attendais pas du tout. Et à la fois, j'étais très stressée que mon bébé meure tous les jours. Donc, bon, Hmm. je ne sais pas trop. Et en fait, du coup, il y a eu cette fausse couche. Je me souviens du soir. Je vais partager ça un jour, mais où, euh, où j'ai été dévastée par cette nouvelle. Et on s'était tellement projeté. Je le voulais tellement. J'avais hâte d'être mère, mais vraiment hâte. Donc, JB m'a demandé en mariage. On n'a pas attendu de se marier pour faire un enfant. Et, euh, et en fait, donc j'étais assez dévastée. Et en fait, quand on est venu pour voir mes parents, ils venaient d'apprendre que ma maman, ça se dégradait encore plus son cancer. Donc, elle était vraiment dans sa peine et ça a été un peu le premier marqueur où elle était plus disponible vraiment pour moi aussi. Voilà, c'était assez difficile. Et ensuite, après, je suis retombée enceinte 4 mois après, à peu près. Et là, j'étais enceinte quand elle est partie. J'étais enceinte de 4 mois quand elle est décédée à la maison. Voilà, donc j'ai mis au monde Clovis 5 mois après son départ. Hmm. Et donc après là le livre, donc elle tenait un blog, elle avait commencé à écrire un mail enfin, aux proches pour dire que aux personnes, aux amis, qu'elle Mm. était malade, c'est son cancer. Et après elle a commencé à tenir ce blog. Et toi en fait que vous lisiez aussi, enfin qui était assez partagé. Et tu as eu l'idée, donc l'idée arrive quand tu es enceinte de Clovis, c'est à peu près quand, parce que tu as eu l'idée du coup de rassembler tout ça pour justement enfin éditer le livre. C'est Cécile Chemin qui est Mm. là, que je vais présenter parce qu'il a, enfin c'est pas que c'est en ça que je trouve que c'est fort ce qu'elle a mis dedans, ce que tu as réussi à faire. Donc tu rassembles ce livre, Clovis, il a quel âge alors? En fait, j'ai commencé quand direct, donc elle est décédée le 30 août 2016. Euh, 2000, ouais, 16. Et en fait, direct, je me suis dit, en septembre, pour Noël, je veux offrir un condensé de toutes les pétitions que maman avait écrites. Donc, en fait, elle a commencé justement avec des mails à ses Ouais. amis les plus proches. Et en fait, petit à petit, les amis les plus proches ont demandé s'ils pouvaient transférer à leurs amis les plus proches. Et puis, en fait, ça a commencé à faire beaucoup, beaucoup de mails transférés. Jusqu'au jour où, je crois, un an après, il y a un de ses amis qui l'a aidé à faire un premier blog. Et après, moi, je suis partie un an en Indonésie pendant sa maladie avec JB pour un projet humanitaire. Et quand je suis rentrée, j'étais un peu perdue et j'ai dit, allez, je vais t'aider, on va faire un super blog, donc tout neuf.
où elle avait un mot de passe avant parce qu'elle avait peur que les gens inconnus viennent la lire. Et je lui disais, mais tu sais, les gens, s'ils aiment, ils viennent, s'ils n'aiment pas, ils repartiront. Donc, elle découvrait aussi le fait de rendre public Ouais, ce qu'elle écrivait, ses exact. lettres. Et en fait, elle a commencé à avoir beaucoup d'échanges avec des personnes qu'elle connaissait pas. Donc, ça a été très fort. Donc là, c'était la première étape de faire ce blog avec elle. Et ensuite, du coup, quand elle est décédée, j'ai dit pour Noël, je vais offrir à toute ma famille proche un livre qui regroupe les pétitions. Et il y a aussi des lettres qu'elle écrit au médecin, des témoignages spirituels, des témoignages de parcours santé, comme elle l'appelait, de ses médecines douces. Et ensuite, après Noël, il y a les amis d'amis qui m'ont dit, bah, nous aussi, on aimerait bien un livre. Et du coup, avec une amie de ma maman, dont je suis très proche, à toutes les deux, on a travaillé pendant plusieurs mois à mettre au monde ce livre qu'on a auto-édité, qui était dans toutes les librairies, au Furet, à la Fnac, partout, déjà à la Procure et tout ça. Et ça, ce qui est drôle en t'écrivant mon descriptif, ma présentation, c'est que 9 mois après, euh, qu'est-ce que j'avais dit? 9 mois après la naissance de Clovis, est né ensuite mon deuxième bébé, le vrai livre qu'on a publié pour tous les lecteurs Mm. du blog, voilà, entre autres. Donc, au début du livre, et puis après, c'est vraiment, c'est la petite préface, mais elle résume vraiment ce que tu dis, pourquoi tu le fais. Aujourd'hui, je prends le relais pour ancrer sur papier son témoignage, pour que ses enfants, ses petits-enfants naissants, sa grande famille, ses amis et plus chers, ses collègues en psychologie, ses proches et toutes les personnes malades, accompagnants, soignants, ou simplement en quête de leur propre chemin de vie, y puisent une force joyeuse et une inspiration profonde. Donc, en fait, effectivement, quand on lit le livre, on quitte juste je trouve, le simple passage il y avait mamie qui était là, elle a fait ça, elle a vécu comme ça, tout ce chemin. Mais on voit vraiment comment tout s'imbrique, en fait. C'est un espèce de puzzle géant. Et je trouve que parler vraiment de holistique devient hyper intéressant parce qu'on voit l'implication des amis quand ils ont créé le groupe de joie, on voit l'implication de, enfin vous, comment chaque enfant vient parler avec sa petite phrase et elle écrit, et puis son mari, enfin elle dit vraiment la thérapeutique de base, c'était la personne qui était là, et je trouve que du coup on quitte et j'aime bien quand elle tient un moment que la cuisine, on peut pas se soigner quand on est malade avec un seul ingrédient, avec une seule Mmh. médecine, et que finalement on a besoin de plusieurs ingrédients pour pouvoir cuisiner, et que c'est comme ça qu'elle s'est tournée vers tout. Elle était psychologue aussi, mais cette approche d'avoir une médecine comme ça, un accompagnement holistique, je trouve que c'est un savoir-être et vivre qui est compliqué dans nos sociétés. Et, je ne sais pas si c'est quand j'ai changé le titre et que j'ai dit héritage maternel holistique, c'était de dire mais finalement nos parents, je pense qu'ils essaient de nous transmettre au-delà du simple fait de il y a une seule médecine, il y a un que peut-être moi pour t'aimer, mais tout ce que tu vas avoir à côté va aussi forger ta médecine. Et je trouvais que c'était assez fort ça de parler de ça, de cette médecine. Mmh. Est-ce que du coup dans cette notion de santé, de parcours de santé comme elle le disait, est-ce que tu t'es senti toi comment est-ce que tu as vécu ça, qu'elle soit à la fois très ancrée dans le médical comme ça et à la fois très ouverte de tout ce qui, parce que après on va présenter tout ce qu'elle a essayé derrière, hein, mais comment toi tu as perçu ça de ton côté? Mais j'ai adoré. Pour moi, c'était un cadeau qu'elle nous faisait de mettre tout en place pour se guérir, en fait. Je m'estimais tellement chanceuse, mais tellement. Et d'ailleurs, tous les gens qui étaient, qui étaient proches, qui pouvaient avoir de la peine pour nous, c'était très touchant, mais à la fois, je disais, mais on a de la chance, en fait. Et j'ai aussi eu d'autres proches qui, eux, avaient des parents ou des proches malades et qui disaient, mais ils ont pas ils veulent rien faire, en fait. C'est trop dur pour eux d'aller puiser dans d'autres sources, d'aller demander de l'aide. J'ai été tellement Oui. fière de ma maman, tellement fière. Elle a beaucoup répété d'oser demander de l'aide. Et au final, en demandant de l'aide, euh, ça a permis à d'autres personnes de révéler leur potentiel créatif de guérisseur, d'aidant. Et non, franchement, pour moi, c'était beaucoup de fierté, beaucoup de tranquillité de savoir qu'elle était en route. C'était rare les moments où elle baissait les bras, c'était plus vers la fin.
où elle disait j'en peux plus en fait finalement. Est-ce que je serais pas mieux de partir? Mais elle avait juste beaucoup trop de tristesse à l'idée de nous laisser nous, mais elle commençait à être plus tranquille sur l'idée, elle, de partir. Alors qu'au début, elle avait envie de vivre aussi. Et elle s'est prise dans le jeu de ses pétitions. Et je pense que Ouais. ça a été une de ses thérapies les plus fortes, en fait, ces lettres qu'elle a écrites. Ouais. Mm. Quand j'ai fait le livre, quand j'ai fait le premier livre pour regrouper pour ma famille proche, donc c'est là où je te disais que ça a été pour moi une façon de faire mon deuil. Oui. Qui était mais tellement tellement lumineuse et à la fois j'ai pleuré. Du coup, Clovis, quand même, le pauvre, il était dans mon ventre et pendant 5 mois, j'ai pleuré tous les jours. Mais en même temps, je pleurais de libération, de libération. C'était tous les soirs, j'y vais, rentrer du boulot et j'avais encore les yeux tout rouges et à la fois un sourire énorme. J'étais Ouais. tellement fière de ce qu'elle avait écrit parce que tu disais oui, on suivait avec mes frères et sœurs, on suivait pas forcément toutes ces lettres. D'ailleurs, je crois que j'ai des frères et sœurs qui en ont presque pas lu parce on la voyait au quotidien. Donc pour nous, aller Ouais, relire ces c'est vrai. lettres, c'était un autre rapport qu'on avait en tant qu'enfant. Donc pour moi, il y a eu plein de lettres que j'ai découvertes quand elle est partie et je Wow. m'estimais très chanceuse que c'est Elle pour ça les que a j'ai écrit laissés. ça au début. Ouais, qu'elle les ait laissées. Ah, c'est fort et c'est très. Je trouve que c'est. Tu vois, je disais en début de, quand on regarde, il y a des psychanalystes qui parlent souvent de Winnicott, par exemple, de la préoccupation maternelle primaire. Et puis il y en avait un autre que j'aime bien, qui lui, du coup, dit qu'en fait, la femme, quand elle devient mère, il y a un regard intérieur qui se retourne. Et il appelle ça le regard intérieur mystérieux, et qui est après tourné vers son enfant. Et je trouve que c'est très riche de se poser la question de mais en fait qu'est-ce que je souhaite euh, transmettre à mes enfants dans ce que je vis, ce que je sens, comment je suis incarnée au quotidien, comment est-ce que je peux parce que la maladie, comme la grossesse, nous met dans un état de transparence psychique, émotionnelle fort. On est à la fois fragile et puis on peut se retrouver, tu vois, comme tu parlais de cette créativité ou dans mais finalement, c'est comment est-ce qu'on arrive à se retourner ce regard intérieur là et le présenter à ceux qui sont avec nous. Et je trouve que son livre, enfin le livre, c'est vraiment un état de yoga fort. Tu vois, même si tes enfants, Clovis, tout ça se replongent, mais c'est fort. Tu quittes même. Moi, je lisais, c'était comme si je te connaissais pas. Je lisais un livre, pourtant tu me l'avais transmis. Je me souviens après un cours de yoga et tu m'avais dit, je pense qu'il va te plaire, toi qui es dans le yoga thérapeutique, je te le donne, c'est un cadeau. Et puis j'avais pris, je dis, et je lisais, je disais, mais j'arrivais pas à faire, tu vois, le rapport, parce que je me disais, waouh, c'est fort, on est dans l'être, et on est dans, et quand tu dis au début, c'est pour les accompagnants, les malades, tout ça, on est vraiment dans cet état-là de transparence psychique, mais j'ai fait ça comme ça, j'ai eu ça, j'ai écrit ça s'est passé comme ça. Et je me dis, mais ces états de maladie, de grossesse nous invitent vraiment à aller plonger derrière ça, des fois malgré nous, tu vois. Hmm. Et, euh, et quand on réussit à en faire quelque chose comme ça, c'est très très beau. Donc, tu as eu une première naissance qui a été, enfin, pas évidente émotionnellement. C'était pas évident. Est-ce que aujourd'hui, avec ce que ta maman a écrit, avec tes deux naissances complètement différentes que tu as vécues, si tu devais nous donner une définition d'Élise de ce que c'est la douleur, qu'est-ce que tu dirais? À la douleur. Euh, euh, la douleur, elle va au-delà de l'inconfort. Euh, Et bah, je distinguerais deux types de douleurs selon l'objectif, la finalité qu'il y a derrière, en fait. Euh, enfin, parce que la douleur que... Moi, quand on me parle douleur, je pense à la douleur de l'accouchement et qui a été une douleur transcendante, assez magnifique, malgré son intensité. Euh, Après, la douleur comme ma maman l'a vécue à certains moments quand elle était malade et que toi, tu connais assez bien et que tu en as fait ton métier, je ne la connais pas, moi. Donc, après, dire des mots sur quelque chose que j'ai jamais ressenti. Après, il y a la peine, la tristesse, c'est différent. Voilà. Mm. J'ai pas ressenti de douleur au moment de mes peines et de mes tristesses. La douleur physique transcendante de l'accouchement. Et donc, par rapport à mes deux accouchements, je ne sais pas si tu voulais en Mm. venir là aussi. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Euh, mon premier accouchement, ça a été une douleur
j'ai envie de dire, liée à l'abandon. Je me sentais en douleur et abandonnée, en fait. Très seule dans cette maternité où il n'y avait pas de dispo pour s'occuper de moi à temps plein, bien sûr. Mm. Et du coup, JB qui savait pas quoi faire et sinon j'étais toute seule. Je savais pas que c'était Mm. possible de vivre une douleur pareille. J'avais lu des bouquins en cachette un peu pour essayer de vivre une grossesse naturelle et sans péridurale, parce que j'avais entendu des personnes sur Instagram avoir déjà fait ça, mais j'avais pas été accompagnée. J'avais personne m'accompagner, je savais pas. Je sais juste que ma maman nous a mis au monde tous les quatre de façon naturelle et qu'elle me disait que c'était l'acte le plus naturel qui soit, que qu'on faisait ça Ah, depuis la nuit des temps et que du coup, pour elle, voilà, il y avait jamais eu de question de mettre une péridurale, donc je me suis dit, elle l'a fait, je vais le faire. Enfin, mais, incroyable. euh, mais en fait, enfin, pour moi, tout le contexte aujourd'hui médical nous aide pas dans cette démarche-là. Moi qui avait cette intention dans un coin de la tête et avec mes bouquins, tout le contexte me facilitait pas le travail vu que j'étais en douleur, je me sentais seule. On m'a proposé la péridurale, j'ai dit oui tout de suite, quoi. Donc ça, c'était le premier accouchement. Et le deuxième accouchement, la douleur, je m'y étais préparée, j'ai été très bien entourée. J'étais dans une salle physio, dans une autre maternité. J'étais très seule aussi finalement parce que il y avait les grèves, tout ça, il y avait personne de dispo. Mm. Elle est arrivée Ouais. en courant quand j'ai poussé mon dernier cri. Elle est arrivée en courant dans la salle, elle a posé un drap par terre pour récupérer Thelma. Mais, euh, mais sinon, on était à deux avec JB, mais on était très préparés. Donc, le rapport à la solitude, finalement, il est avec soi-même parce que peu importe qu'il y ait du monde ou pas autour, je pense. Mais je me sentais entourée, préparée par ma sage-femme, la doula, les personnes mes amis, tous ceux qui m'entouraient et qui croyaient en moi. Et tu sais que, en fait, quand j'ai lu, même si souvent quand je parle beaucoup de la douleur, tout ça, mais enfin, pour moi, la douleur, c'est quelque chose de spirituel. Et je trouve que les personnes comme ta maman qui l'ont transcendé, et on va parler justement quand elle parle de la guérison, je pense aussi que l'accouchement permet une forme de guérison. Et la naissance, quand on la vit, quand on la transcende, peu importe si on accouche naturellement, enfin, on fait ce qu'on peut, mais il y a quelque chose à aller transcender dans ça. Et, et tu vois, j'avais écrit dans les transmissions subtiles qu'on peut avoir, là on sait maintenant en transgénérationnel qu'il y a des choses qu'on peut transmettre subtilement. Il y a un moment, ta maman, elle a écrit cette phrase, c'était assez fort. Je vais la retrouver. J'essaie de trouver, oui. Donc elle a écrit, la douleur physique me fait très peur. Mm. J'ai trouvé ça fort, tu vois. Et en général, quand on parle aux personnes de la douleur, ils, je pense que ils vont aller parler de cette douleur physique, de dire bon bah je me suis cassé un pied, j'ai eu mal, et souvent on va oublier cette douleur spirituelle. Et je me dis waouh, en fait elle a tellement cheminé spirituellement. Enfin c'était au début en plus de son truc et qu'elle écrit ça, la douleur physique me fait très peur. Je me suis dit mais finalement en fait on n'évalue pas vraiment la peur que peut entraîner une douleur physique quand elle vient s'immiscer profondément, tu vois, à l'intérieur de nous. Et je me suis dit mais c'est finalement quelque chose qu'on vit avec les accouchements ou avec l'état de maladie où tu sens que c'est profondément immiscé c'est un petit peu sournois, ça prend toute la place et que il y a cette notion de dire mais finalement la peur elle vient tellement fort qu'elle prend la place émotionnellement, mentalement, tu vois, et que finalement on n'est plus dans, c'est quelque chose de physique mais ça prend toute une place et on peut plus juste dire mais c'est juste une contraction par exemple ou c'est juste une maladie. Et je me suis dit, mais parce qu'entre les deux accouchements que tu as eus, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé d'autre aussi. Ta personnalité, l'écriture que tu as fait, tu vois. Enfin, et je me dis, mais est-ce que ce mot que ta maman a écrit à un moment, ça t'a, toi, enfin, est-ce que avec le recul, ça te parle ou pas, ça veut dire que Mm. enfin, la douleur physique peut faire peur à ce point-là? Ouais. Ouais, je pense que dans l'idée où la douleur physique peut être suivie de la mort, peut-être aussi. Voilà, par rapport à ce que disaient les médecins, qu'au début, ils ont dit à mon père qu'il y avait juste quelques mois devant elle, cancer du pancréas et du foie, et qui partait du pancréas avec métastase au foie, donc très grave, inopérable et tout ça.
Donc, il lui avait prédit quelques mois, elle a vécu 4 ans et demi. Mais donc, oui, je me souviens. Et aussi, il y avait quelque chose où elle avait peur. Peut-être ça l'a aidé, ça l'a porté, parce qu'elle avait peur aussi de la douleur du passage à l'autre rive, à l'au-delà. Euh, Elle disait qu'elle n'était pas du tout inquiète pour l'après. Elle était tranquille sur le fait d'être morte, on va dire, mais elle n'était pas tranquille sur le passage, sur la douleur. Et donc avec toutes les douleurs qu'il peut y avoir avant. Après, ouais, pour moi, je me suis dit, waouh, elle a été capable de faire ses accouchements, mais je le distingue vraiment parce qu'il y a le bébé comme cadeau à la clé et c'est quand même super différent. Mais à la fin, il me semble que sur son lit, les derniers jours, donc elle bougeait plus de son lit, elle parlait très peu, mais qu'elle disait, parce que j'étais enceinte du coup, mais que l'accouchement, enfin, que forcément l'accouchement devait être intense parce que c'est un passage d'un état à l'autre en fait. Il peut pas être anodin. Je veux dire, s'il était, il y a, il y a quelque chose de tellement énorme. Et en fait, pour moi, j'ai ce souvenir alors je sais pas si je l'ai rêvé ou pas, mais j'ai ce souvenir où elle était sur son lit, donc quelques jours avant de partir, et de me dire chaque passage, que ce soit la naissance ou la mort, ne peut pas être anodin, il va être forcément intense. Donc, elle était avec la morphine et tout ça. Donc, finalement, elle gémissait pas mal à la fin. Donc, je pense qu'elle souffrait, mais c'est aidé par la médecine qui camoufle, en gros. Bon, là, on était content pour elle de ne pas la voir souffrir, même si c'est toujours un juste milieu difficile. Hein. Ah ouais, c'est difficile, hein. Et c'est ce que j'ai ressenti en lisant son livre de ces passages, en fait. C'est pour ça que je te parlais de ce quand elle dit ça. Je me suis dit, ouais, finalement, tout ça, c'est ça, c'est des passages qu'on vit et on se retrouve complètement. Enfin, on peut être enfermé là-dedans, ne pas savoir quoi faire. Et j'avais vraiment écrit aussi sur quand elle parlait un moment de la question de la solitude et donc de dire que finalement. Euh, la solitude, il y a vraiment, il y a la différence entre celle qu'on peut vivre en sachant que l'avenir est contenu, qu'on n'est pas seul parce qu'il y a des gens à côté de nous qui vont nous aider, qui vont nous porter, et donc on peut vivre sa solitude. Quand elle parlait elle avait sa maladie, elle se sentait seule mais entourée. Et je me suis vraiment dit, ça fait penser à, tu vois, la femme qui a été tellement entourée, qui sait que bon, finalement, bon, il y a personne, mais je peux accoucher toute seule, je peux faire ce passage-là parce que j'ai été contenue. Ouais. Et je trouvais ça beau, en fait, Mm. tu vois, ce parallèle dans Ouais, c'est son vrai. livre. Mm. Et, et c'est vraiment en ça que je trouve que le livre a un côté très holistique. Après, dans le livre, on voit des moments quand je vous dis, en fait, quand vous avez le sommaire du livre, quand vous avez le sommaire du livre, elle va parler à un moment du sommaire des soins. Et je trouvais ça assez intéressant parce que elle parle de l'homéopathie, de l'acupuncture, du magnétisme, de l'art-thérapie par la peinture, du chant. Elle explique les médecines holistiques, elle parle de l'oncologie, du yoga, des massages, de la psychologie plurielle, de la géologie et la santé, de l'astrologie et du cancer, de l'algosculpture, on vient chercher dans la douleur l'algo. Elle parle du chat, la nature et le bonheur et l'alimentation. Et là, en fait, on se dit, on va mettre ça aux gens et leur dire, ok, tu es malade, alors est-ce que tu as coché les petites cases? Tu vois, enfin, je trouvais que c'était assez, même si tu vois à côté, elle a fait des lettres ouvertes aux médecins, mais je trouvais que c'est vraiment finalement la solitude que peuvent vivre les personnes malades. Elle l'est aussi de ça, c'est qu'on ne nous aiguille pas à avoir une médecine holistique comme ça Mm. large et que des fois on ne transmet pas ça. C'est comme les émotions de famille en famille, tu vois. Et je trouve que c'est un héritage de folie. Enfin, ça, je veux dire, tu vois, Clovis à 18 ans, je sais pas, tombe dessus, ou même à 27 ans, 30 ans, il dit, ah ouais, enfin, et je trouve que ça fait de la ressource, quoi. C'est holistique. C'est pas juste une histoire de maman qui parle, ou grand-maman qui parle de son histoire Mm. et de ce qu'elle a traversé ou vécu, quoi. J'essaye Alors je regarde. d'imaginer ce que ça aurait donné la rencontre entre Nina et ma maman. Ah non, mais laisse tomber. Je crois que, enfin, je le sais, j'écrivais partout Ça aurait été tellement, mais tellement. génial. Génial. Ah non, mais génial. Je, il y a tellement de choses, enfin, moi, je peux que conseiller le livre parce Mm. que, ah, mais alors là, c'est ça, j'ai trouvé ça aussi magnifique parce que je vais parler de ça parce que
euh, avant que c'est juste moi il y a quelque chose qui est assez fort quand je lisais le livre de ta mère et que quand moi je me suis posé la question par rapport à Kirikou de me dire mais ok je suis pas quelqu'un qui court après l'argent je travaille comme je peux de toute façon tu vois comment je faisais à Village je cours pas je calcule même pas je sais pas si machin et chaque fois je me disais mais j'ai un état un peu comme ça mais finalement je veux transmettre quoi à mon enfant tu vois je veux qu'il comprenne qu'il ressente c'est plutôt moi je parle souvent beaucoup en ressenti qu'est-ce que j'aimerais qu'il ressente de tout ce que je vis en fait là et de son implication parce qu'ils sont avec nous ces enfants et je me suis dit, mince, en fait, avec toutes mes pathologies, la notion de guérir me semble quelque chose d'hyper important, quoi. De, de, de transmettre à mon enfant le ressenti de la guérison. Mm. Et tu vois, il y a ta maman, quand je suis tombée dans ces passages où elle parle des espaces de guérison. Waouh, moi j'ai trouvé ça juste. Je me suis dit, mais c'est ça le truc en fait. Euh, Parce que l'espace les espaces de guérison pour moi, c'est quelque chose en fait quand on a réussi nous à capter, à être mature là-dessus. Finalement, nos enfants ressentent ça et ils sentent que derrière une émotion, il y a quelque chose qui va s'apaiser, quelque chose qu'on peut aller explorer sans avoir honte, qu'on peut aller interpeller et que finalement, bah, quelqu'un qui vieillit parce que le corps est en train de vieillir, mais il y a autre chose qui est en train de guérir. Enfin, et je trouvais que dans son livre, en fait, à maman, elle évoque vraiment ça. C'est quand elle parle de l'énergie de guérison et quand elle parle de la transmission de cette énergie. Et elle l'écrit. Enfin, c'est tout. Enfin, je vous invite à le lire hein, parce que quand elle dit guérir l'espace affectif, moi je trouve ça. Mais enfin, tu vois, j'ai fait le parallèle hein, avec un autre livre, La charge mentale des femmes. Et donc il y a un passage. Elle parle le perfectionnisme dans l'éducation des enfants. Elle dit voilà que ça pose un problème aux parents, notamment à la mère, et en évoquant un psychopédagogue qui est Bruno Humbeck. Et je trouvais que c'est vraiment ça, cette notion de guérir l'espace affectif. Finalement, on est dans l'affect avec nos enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le devenir mère. Et je me dis, avec des textes comme ça, avec une personne qui a traversé à la fois les naissances, la maladie, et qui a vécu comme ça dans quelque chose où elle est dans la quête de l'amour, mais l'espace affectif de guérison qu'elle transmet, enfin, il se déploie dans la lecture du livre. Dans toute la lecture du livre, on le ressent en fait. Et Mm. moi, je trouve que ça, c'est fort, tu vois. C'est quelque chose. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui as rassemblé les éléments. Ouais, avec l'idée qu'elle est peut-être partie guérie, par exemple. Oui, mais c'est Mm. clairement ça. Mm. Ouais, C'est ouais, ouais. clairement. Son corps n'a pas suivi et après, il y a avoir supporté mais combien de chimiothérapie pendant 4 ans et demi. Donc, c'était difficile d'aller de vivre plus longtemps, je pense, pour son corps, mais la guérison affective, je pense qu'elle a été énorme. C'est clair, Ouais. c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, j'ai fait un stage justement sur la guérison dans la Drôme avant l'été et l'ostéopathe qui guérit depuis longtemps et il disait qu'il avait fait des séances, enfin des moments, des rituels de guérison où la personne mourait entre ses mains d'un cancer, mais guérie en fait. Il sentait d'un coup que Ah, c'était libéré en fait et qu'elle pouvait partir. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Pour nous, la ouais. guérison, elle doit être physique, visible, matérielle. Voilà, on doit être rayonnant, en forme, marcher, courir. Je sais. Et parfois, ouais, il se passe des transformations dans la maladie qui ont l'air d'être intenses, même si on paraît faible physiquement. Oui. Et ma maman, elle a, ouais, il y a une douceur, mais c'est ce qu'elle dit dans son livre, en fait. Ouais. Ouais, il y a une guérison sur qui elle était avant. Bah, cette partie-là qui m'interpelle pas mal de qui elle s'est peut-être forcée à être pendant un moment, enfin pendant longtemps, même s'il y a une part d'elle qui s'est rebellée, qui a voulu être psychologue malgré tout ce qu'on lui disait, que c'était pas une bonne idée. Elle a été rebelle sur plein d'aspects, mais quand même dans un moule sur plein d'autres, dans un Ouais. environnement assez chargé familialement et tout ça. Et comment la maladie lui a permis d'oser une libération. C'est maintenant, ok, on a un peu carte blanche pour faire ce qu'on veut pour moi. Et je me suis dit, j'ai pas envie.
peut-être de répéter ces schémas. Je sais, tout le monde me dit c'est pas la même histoire et tout ça, mais je voudrais pas attendre qu'il arrive quelque chose de grave pour oser me libérer en fait. Et, et j'ai quand même dû attendre que ma maman tombe malade, donc qu'il m'arrive quelque chose de grave indirectement pour oser faire ce chemin. Ouais, mais c'est Et, ça qui est et fort, quoi. Elle vous a laissé un beau cadeau. Enfin, c'est incroyable, je trouve. C'est hmm. ça qui c'est assez fort. Et donc aujourd'hui, toi, tu te tournes vers tout ce qui est psychanalyste, chamanisme. Et en fait, comment ça s'imbrique dans ton histoire? Parce que tu as arrêté de faire ton ancien travail. Tu t'es vraiment lancé dans le bien-être, enfin le bien-être, dans le yoga et toutes les approches. Oh, merci pour les cœurs. Comment est-ce que ça se goupille aujourd'hui pour toi? Comment est-ce qu'avec tout cet héritage-là que tu as eu, toute cette grosse compréhension de ta maman, tout ce qu'elle a exploré, tout ce qu'elle t'a laissé, tout ce que tu as rassemblé, et les liens que tu as créés, comment est-ce que tu te vois, qu'est-ce que ça t'apporte toute cette exploration? Euh, Ça m'apporte de la tranquillité, vraiment. Ouais, de la tranquillité et en fait l'harmonie que je trouve en moi, ça c'est mon ostéopathe qui m'avait dit, parce que je lui ai dit comment j'entraîne mon mari là-dedans, comment on peut faire pour y aller ensemble. J'étais par anticipation, j'avais peur d'être seule un peu dans mon truc et en Ouais. fait il m'a dit si toi tu travailles sur toi et que tu travailles à l'harmonie pour toi, ça va se diffuser quoi autour. Et, et c'est des témoignages que j'ai retrouvés chez d'autres personnes et que je peux dire qu'en tout cas en ce moment, c'est vraiment ce qui se passe pour moi et pour nous dans la famille et avec pas mal de changements du coup de réadaptation dans nos projets et notre quotidien. Donc après, le yoga, du coup, ça fait depuis 2015 et c'est que depuis un an qu'il y a d'autres choses en plus qui sont arrivées. Je dirais il y a 2 ans, j'ai fait un premier cercle de femmes avec Camille Sfez où tu étais là d'ailleurs, voilà, Ouais. qui m'a pas mal marqué. J'étais enceinte de Thelma. D'ailleurs, je me suis dit, je connaissais pas le sexe, mais pour faire un cercle de femmes, c'est une petite fille qui m'y emmène là, c'est obligé. C'est incroyable. Et puis, on avait fait ce truc de nos lignées Ouais. avec un petit ruban rouge et c'était la première fois que je faisais cet exercice et ça avait été très intense et il y a plein de choses qui ont découlé de ça. Et donc c'est assez récent la découverte avec le chamanisme, la découverte avec la psychanalyse. Donc j'ai pas encore beaucoup de recul, mais en tout cas de ce que je ressens et de ce que j'ai expérimenté cette année là-dessus, ça a été comme le chamanisme pour moi, ça a été d'éprouver physiquement ce que j'avais perçu intellectuellement, ressenti, compris. Mais en fait, on a beau comprendre que on a tel mécanisme, à un moment donné, l'éprouver, et c'est ce que toi, on en a déjà parlé, c'est tout le sens que tu mets aussi au yoga, dans les asanas, dans les postures, et, et ce que je trouve magnifique aussi avec le yoga, de pouvoir faire, sans forcément aller dans des rituels qui nous emmènent loin de chez nous, mais il y a plein de petites façons au quotidien. Mais parfois, dans le quotidien, ça peut être difficile d'aller se déraciner de ce qui colle un peu et d'aller de changer de cadre. Pour moi, ça a été assez bénéfique et la psychanalyse, j'étais la dernière de la famille à m'y mettre. C'est Mais vrai, ils sont tous, waouh. Ah ouais. je non, je vais pas. Je sais pas. Ils sont chacun sur leur chemin en tout cas, mais ma maman était psychologue, donc c'est pas pour nous, Oui. c'est pas un gros mot et voilà, pour moi, c'est quelque chose de super lumineux, de positif, ce travail que je fais de ce côté-là. Et pareil, j'ai pas encore beaucoup de recul parce que c'est assez récent, mais c'est aussi pour moi l'occasion d'aller de retourner un petit peu plus loin parce qu'il y a eu la maman malade, donc la maman aussi beaucoup idéalisée par tout ce qu'elle a fait, par tout son cheminement. Oui. Incroyable la relation qu'on a pu avoir à la fin. Mais il y a aussi eu la petite Élise qui a vécu Ouais. 25 ans avant que sa maman tombe Ouais. malade, que j'ai eu beaucoup de chance sur plein d'aspects dans ma vie. Mais en fait, c'est comme si le fait que j'avais eu de la chance sur tout, ben j'avais pas le droit de dire ce que peut-être je Mm. ressentais, je pensais au fond, tu vois. Ça, on en a déjà Oui. parlé. Tu me disais, mais toi, tu as eu de la chance, les portes sont ouvertes et tout ça, mais à la fois, j'ai pas appris à aller taper aux portes, à aller dire c'est quoi mon avis, c'est quoi mes convictions, même à lire. Enfin, là, je partage pas mal de livres de mes lectures, mais c'est parce que je suis aussi dans la découverte et du coup, ouais, j'ai- je
je renais comme femme, peut-être. Bon, après, ça s'est pas fait dans le chaos et tout ça. C'est assez, mon parcours, il est assez tranquille quand même de l'extérieur, mais ça peut être des petits mécanismes quotidiens qui peuvent Ouais. être pesants, en fait. Ouais, Invisibles, c'est mais ce pesants. que je comprends bien ce que tu veux dire, parce que des fois, quand on me dit, ah, mais pourquoi tu as appelé ton Instagram le guide de la chronique, je dis, mais c'est parce qu'en fait, on répète les schémas et le yoga, c'est vraiment créer du lien avec notre histoire. Et on a plusieurs types de douleurs. On n'a pas que la douleur liée au fait qu'on se soit coupé le pied ou j'en sais rien, mais on va répéter comme ça la chronique de nos histoires. On va avoir plusieurs chroniques dans notre vie, mais on va souvent répéter les processus Mm. douloureux. Et c'est pas les mêmes thèmes, mais on répète souvent les schémas. Et donc, moi, quand j'avais capté ça, je me suis dit, mais incroyable, toute mon histoire est faite d'abandon, de rejet, de tout ça. Et dès que c'est mis en place, peu importe l'histoire, et ben, j'enclenchais ce processus douloureux que j'avais vécu de l'enfance, tu vois. Et je trouvais du coup que le fait de parler de yoga, le lien, de faire le lien et de pas juste dire mais tout est pourri dans mon histoire, mais qu'est-ce que en fait cette histoire me permet de vivre aujourd'hui. Et je pense que ta maman, c'est ça que j'ai aussi aimé dans le livre, c'est que effectivement elle a eu ce côté très, comme tu dis, dans le moule, et que finalement c'est comme si c'était venu l'aider à vivre ce chemin-là après. Tu vois, tout ce qu'elle avait fait comme ça, sans être vraiment peut-être en lien avec ce qu'elle voulait et pour qu'elle puisse vivre sa fin de vie plus ancrée, tu vois. Mm. Et je trouve ça assez puissant parce que finalement, quand tu lis l'histoire, on n'est pas dans du repansement, des choses un peu, on est dans, ok, c'était comme ça, c'est devenu comme ça, et ok, quoi, c'est tout, quoi. Ouais. J'ai pas, Il y j'ai a un pas moment où ils inventé. se sont bien dit avec mon papa, justement, maintenant, on va chercher du sens, on va donner du sens à la maladie et pas chercher, pas continuer à chercher le pourquoi. C'est tellement, ouais, c'est ça, multifactoriel, mais bon, après, elle avait quand même toujours ses plongées dans le pourquoi, mais elle essayait de mettre beaucoup plus d'énergie dans le qu'est-ce que je transforme à partir de ça. Ouais, Et ouais, dit le beau, c'est le tout le bon. dilemme aussi. C'est vrai que, par exemple, sur des analyses et tout ça qui peuvent être un peu critiquées, c'est tout le dilemme, l'équilibre, j'imagine, à trouver de quel sens on met dans notre futur, mais quelle compréhension on peut avoir d'où on vient pour y mettre le sens. Je sais pas, hein, ça c'est un vaste sujet. C'est pour ça que le yoga parle du karma, des samskaras, et vraiment de cette mission de jouer avec la modération. Enfin, je trouve ça assez touchant. Donc, je regardais parce que j'avais trouvé une citation, enfin, j'avais trouvé ça super intéressant. C'était, Jacques Derrida, il nous dit en fait que euh, nous sommes des héritiers. Cela ne veut pas dire que nous avons ou que nous recevons ceci ou cela, que tel héritage nous enrichit un jour de ceci ou de cela, mais juste que l'être de ce que nous sommes est d'abord héritage, que nous le voulions, que nous le sachions ou non. Donc il y a pas, il y a juste, je trouve que le yoga nous dit ça, hein, c'est être là avec ce qu'il y a et recevoir ce Hmm. qu'on peut recevoir et puis c'est tout, tu t'adaptes à accueillir et c'est un challenge parce que oui, on descend et ta maman elle le dit à un moment, elle dit des fois quand la nuit arrivait, je perdais confiance. Je trouve ça Hmm. beau. Hmm. On sait ce qui se passe la nuit, enfin tout ce qui peut le lendemain, l'incertitude de l'avenir et je trouve ça très touchant. Est-ce que tu as des livres à conseiller? Déjà, il y a celui-là, donc on peut le trouver à la Fnac. Ça, c'est l'autre livre, Charge mentale. Donc, c'est Cécile Chemin de vie que vous pouvez retrouver à la Fnac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, il est vraiment très en lien avec qu'est-ce que je peux faire avec l'histoire, avec ce que ma maman m'a laissé ou pas, parce qu'on cherche souvent des choses très très lointaines et elles sont là. Moi, je trouve, on parle beaucoup de transgénérationnel aujourd'hui et je trouve que ce livre en fait montre aussi que derrière tout ce qu'on nous transmet, il peut y avoir quelque chose de très global et qu'on peut plutôt aller chercher ça. Donc il est à la Fnac. Tu as encore des exemplaires, je crois, tu disais. Ouais. Sinon, je pense que facilement à la procure, à Lille, on peut le commander. Il est sur commande maintenant. Le furet, je sais pas, ils ont peut-être encore quelques exemplaires, mais sinon sur commande au furet aussi, ça se fait facilement pour les Lillois. Et sinon, sur Internet, sur Cultura, par exemple. Ah super, Ouais. d'accord. Et un autre livre, moi, si tu demandais, qui m'a beaucoup touchée Hmm. récemment, c'est Revenu guéri de l'au-delà.
Je sais pas si tu Ah connais de ouais, je connais pas. Anita, très très beau et il a pas mal résonné. Elle fait une expérience de mort imminente avec son cancer et quelque chose Ah, de nouveau s'enclenche et c'est très puissant, c'est très intense. ah, Ouais, excellent. Non, je ne connais pas lui. Je le connaissais pas. J'aime bien lire, moi, mais tu m'as dit ouais. revenir. Revenu Je vais guéri de noter. l'au-delà. Et facile à lire Revenir. et elle parle du quotidien, des choses les plus concrètes Comme ça, je vais à le mettre. son expérience spirituelle. Ouais, je pourrais le mettre en commentaire aussi. Ouais, carrément. Ben, c'est mieux comme ça, les gens ils pourront voir Mm. quand ils regarderont le live en replay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce Noël, cette nouvelle année? Explorer, c'est mon mot. Explorer et Ah, continuer excellent. mes explorations. Voilà, merci. Et toi, Nina, Bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? ben, écoute, je suis dans l'expansion, donc je me dis que si ça peut continuer à s'expandre, à se dilater, c'est super. Je suis très contente que ma petite voix pour l'endométriose ait été entendue un peu plus, donc c'est super parce que je trouve que je dis souvent que c'est la mère des maladies. L'endométriose, on parle là de la transmission, de l'héritage, et en fait ça commence dans l'utérus, hein. Donc Mm. euh, et euh, ça commence dans l'utérus et on est beaucoup là à parler de une sage-femme, une femme, mais je pense il y a quelque chose de fort et je me dis que c'est déjà dans cet utérus prendre soin de lui, déjà, dès qu'on est ado et commencer à se dire qu'il y a quelque chose de fort, tu vois, là-dedans et que c'est à la base de transmission de plein de choses. Oh, regarde. Ouais, elle est très touchante. J'avais vraiment hâte de ce live. Je trouve que moi, ça me parle, tous mes trucs de yoga thérapie, les soins que je fais aux femmes et tout ça. Et je trouve que c'est un livre de la femme. Voilà. Mm. C'est un livre de la femme, de la mère, de la femme qui devient malade et ouais, il est beau. Mm. Ça me donne envie de me replonger dedans. À chaque fois que je l'ai relu, un peu tous les ans, je découvre des choses, je vois sous un angle nouveau. Ouais. Ouais, Ah mais je pense c'est hein. impressionnant. Mm. Ah ouais, je te disais quand j'avais ressouligné des trucs et je me suis dit mais oui, c'est ça, c'est transmettre l'art de guérir à nos enfants. Transmettre l'art de guérir. Ok, maman, elle a une émotion, elle est pas bien, elle est triste, mais regarde, elle est en train elle crée un espace, elle guérit de ça et bon, bref. Mm. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Je vais laisser le live en replay. Et puis, bonne fête de fin d'année, Elise. Bon Ouais, merci anniversaire beaucoup encore. Nina. C'était super moment. Merci à tous ceux qui étaient là avec nous. Ouais, Et belle fête à tous. ouais, je le laisse en replay comme ça. On le réécoute. Super. À très bientôt, Elise. Bisous. Bisous. Ciao. Bye. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Ah. C'était les questions. Je vais prendre un peu. Ah, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Mia. C'est trop beau. Merci. Ah, j'avais pas vu. Merci beaucoup. On voit encore les commentaires après? Non, on les voit Là, plus. non, après ça Ouais. part, quoi. Ok. C'est pour ça, du coup, en fait, souvent, je demande aux personnes de mettre dans la boîte à questions et je Ouais. regarde en fin de live parce que, en fait, après, ils sont plus là. Et du Mm. coup, je les prends comme ça, je les partagerai après. Donc, non, c'est Ok. trop touchant. Ouais. Merci à tous. Ouais. Bonne nuit. Bah, Cécile Repos. qui te dit merci, merci, merci pour votre live, merci vous deux. Mm. Bon, bisous. Merci. Gros bisous. Ciao.